Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit point lecture avec des lectures un petit peu plus légères au niveau été pour se détendre et puis j'allais dire se mettre à la fraîche, mais c'est pas possible de se mettre à la fraîche parce qu'il fait une chaleur à crever un petit peu partout en France, peut-être en bord de mer, mais voilà, c'est compliqué. Donc là, je voulais vous proposer des lectures un petit peu plus légères, voilà, qui permettent aussi de se détendre. Je vais peut-être vous faire après un point lecture avec des livres qui se passent en hiver ou dans des endroits froids, histoire de se changer les idées. Mais je verrai, c'est une idée, savoir si j'ai assez de livres qui se passent aussi dans des univers un petit peu plus froids, on va dire. Mais là, ça va être des livres un petit peu plus faciles à lire, voilà, qui détendent, qui sont faciles à lire. Et je vais commencer d'abord avec un graphique, Cassandre. Voilà, donc il raconte l'histoire de Cassandre, hein, cette célèbre princesse troyenne de la mythologie gréco-romaine. Donc là, c'est de Clotilde Bruno, de Camille Pagny et Claire et Ramendi, je ne sais pas si je prononce bien. C'est chez Nathan dans leur collection bande dessinée. J'avais reçu un service de presse déjà depuis un moment. Ils en ont écrit plusieurs comme ça où ils reprennent les mythes mythologiques. Alors, c'est plus en direction de la jeunesse, je dirais, vraiment début young adulte même, puisque on va gommer tous les aspects qui peuvent être très violents dans l'histoire de la chute de Troie, dans l'histoire de Cassandre et voilà et de toute cette guerre de l'Iliade. Hein. C'est voilà, c'est atténué, donc ça se lit bien. Alors par contre, moi, il y a des trucs dont je ne me souvenais absolument pas, donc ça permet de faire une petite piqûre de rappel. Et c'est vrai que tous les aspects violents, violences sexuelles, tout ça a été enlevé. C'est parfois sous-entendu, mais vous n'en aurez pas, donc ça peut très bien s'adresser. Vous voyez, les textes ne sont pas trop longs, donc ça peut un bon lecteur, je pense qu'à partir de 8 ans, il peut la lire. Et 10-12 ans, c'est parfait aussi. Voilà, on n'a pas tout cet aspect qui est quand même très sombre. Voilà. Mais on a quand même toujours Cassandre, hein, qui est donc à la base une princesse troyenne. Alors là, ils en parlent pas trop, ils prennent pas cet aspect-là, mais à la base, voilà, elle avait le don de prophétie. C'est Apollon qui lui avait donné le don de prophétie, le dieu Apollon. Et en fait, elle s'est refusée à lui, donc il l'a maudite en lui disant bah, tu auras des prophéties, mais personne ne te croira jamais. Donc elle a annoncé la chute de Troie, elle a beau faire tout ce qu'elle voulait, personne ne l'a jamais cru. Donc là, c'est expliqué de façon un petit peu différente. On n'a pas cette pression voilà, du dieu Apollon sur Cassandre, c'est fait différemment. Voilà, mais c'était pas mal, notamment le frère de... Il y a un des frères de Cassandre dont je me souvenais absolument pas, qui a un rôle très important. Alors je pense que selon les légendes, selon les retranscriptions de la guerre de Troie, ça change. On voit son frère Hector, qui d'habitude est vu comme un héros. Là, clairement, les hommes, bof, c'est pas vraiment, ils sont pas très sympathiques. Voilà, Hector, il pense qu'à se battre. Et puis, bah, évidemment, vous avez Paris qui a enlevé Hélène à son époux Ménélas, ce qui va entraîner la guerre de Troie. Et en fait, on se rend compte que, c'est ce que dit Hélène à un moment, je n'ai servi que de prétexte. Voilà, j'ai servi que de prétexte pour que les Grecs viennent attaquer Troie, qui était effectivement une cité très puissante et très riche. Donc, bah, elle faisait suer parce qu'elle était puissante et bah, il voulait s'emparer aussi de sa richesse. Ouais, donc il y a quand même ce petit aspect féministe et qui est intéressant parce que ça redonne aussi la voix aux femmes, notamment à Hélène qui est vue comme la méchante vilaine parce que elle a été enlevée et elle est tombée amoureuse de Paris et puis elle n'a rien fait et c'est à cause d'elle que tous ces gens, il y a eu cette guerre et tout. Mais bon, ça remet un peu les choses en perspective. C'est vrai que les Grecs, ça les arrangeait aussi d'aller affronter Troie. Vous voyez, le dessin est quand même assez simple. Alors celui-là, je ne vais pas vous le montrer parce que ça peut être spoilant si vous ne connaissez pas toute l'histoire. Mais voilà, le dessin est assez simple, le dialogue est assez simple. C'est très simple, c'est très sympa à lire. Moi, c'est vrai que ça m'a remémoré certaines choses. La dernière prophétie qu'elle voit m'a fait sourire parce que ça concerne, quand vous connaissez l'histoire gréco-romaine, ben voilà, vous savez ce qui va se passer. Vous avez voilà, quelques notes aussi à la fin pour s'y retrouver. Donc c'est pas mal et je trouve que ça peut être une bonne approche aussi pour les plus jeunes pour découvrir la guerre de Troie et voilà, sans que ce soit trop violent non plus parce que c'est vrai que la guerre de Troie,
C'est quand même quelque chose d'assez violent avec les dieux en plus qui ont mis leur nez là-dedans et oui, c'était quand même très très violent. Donc une BD vraiment sympathique et puis maintenant bah, je vais passer au roman que j'ai préparé. Alors je vais vous parler là de 2 romans qui peuvent se classer aussi en young adulte et jeunesse. Alors le premier c'est Voyage léger de Naomi Mitchison. C'est aux éditions Calidor qui réédite des vieux textes. Et là effectivement c'est une autrice qu'ils ont remis en avant. C'est une autrice qui a été complètement oubliée. Elle était contemporaine de Tolkien, elle correspondait avec Tolkien. Elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 100 ans. Elle a écrit plus de 90 livres, que ce soit en fantasy, en SF, mais c'est quelqu'un qu'on a complètement oublié. Et voilà, donc Calidor a à cœur de remettre en avant des textes qui ont été oubliés, des auteurs et des autrices qui ont été oubliés. Donc c'est un bel ouvrage en plus, il est vraiment très beau. Vous avez des dragons à l'intérieur. Donc c'était... j'ai beaucoup aimé, alors à savoir que c'est un livre qui date, je sais plus, donc il y a peut-être un petit côté moins dynamique qu'on pourrait retrouver dans des romans plus contemporains. Moi j'avoue que ça m'a plu, ça se lit tout seul, ça date de 1952. Voilà. Donc il y aura peut-être ce petit côté-là qui peut gêner. Après moi j'avoue que j'ai bien aimé, ça m'a pas dérangé. Et en fait, là-dessus, on suit Ala, qui est la jeune fille qui est ici. Alors, elle naît princesse, sauf que bon, sa mère est décédée et elle a une nouvelle belle-mère qui, évidemment, ça la dérange qu'il y ait une princesse qui va hériter du royaume. Donc, en fait, elle menace la vie de la jeune fille et c'est sa nourrice qui est capable de se transformer en ours qui va l'emmener loin du château. Ce qui fait que Ala va complètement oublier qui elle va oublier qu'elle est une princesse. Elle va être d'abord élevée donc, parmi les ours. Donc, ce qui fait qu'elle prend des habitudes d'ours à la limite. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, les ours, ils doivent hiberner, donc ils ne peuvent pas s'occuper d'elle. Et donc sa nourrice la confie cette fois à des dragons. Voilà. Et elle-même va se croire un dragon, elle va vivre comme des dragons, sauf qu'évidemment, elle n'est pas capable de voler toute seule, elle n'est pas capable d'avoir des pouvoirs. Et on va suivre son cheminement comme ça, après son contact avec les humains, ses relations avec certains humains. En fait, on est face à une quête de soi. Elle va rencontrer une Valkyrie aussi sur son chemin qu'elle va revoir assez récemment. On parle du père de tout qui est Odin, donc on va aborder aussi la mythologie scandinave. La partie avec les dragons était vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé aussi retrouver des références à la mythologie scandinave. Et puis, elle espère trouver un royaume. Bon, en fait, ça va s'avérer être une ville où règne plutôt le despotisme, mais elle va avec d'autres personnes qu'elle a rencontrées tout au long de son chemin essayer de mettre fin à ça. En fait, ce qui est intéressant, il n'y a pas vraiment de fin. C'est-à-dire elle fait des choix et à chaque fois, c'est ça le voyage léger, c'est-à-dire que elle ne s'embarrasse d'aucun bien matériel et même au niveau de ses relations avec d'autres personnes. Vous voyez, elle peut développer des fois des sentiments amicaux, des sentiments amoureux, mais c'est pas ce qu'elle recherche. Elle ne cherche pas forcément à se poser. Non, elle est en quête d'elle-même et le livre finit. Vous n'avez pas vraiment complètement une fin. On sait qu'elle part vers d'autres aventures encore une fois. Et c'était vraiment sympa de suivre ce personnage qui effectivement voyage léger, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas humaine, hein, qu'elle n'a pas de sentiments et qu'elle ne ressent pas d'empathie envers les autres, mais elle accepte quelque part son sort, elle accepte de continuer à cheminer, elle accepte de ne pas se laisser un peu embourber dans plein de sentiments qui quelque part ne la concernent pas aussi. C'est vrai qu'on a toujours tendance des fois à prendre les choses à cœur et à garder toujours son passé qui pèse sur nous. Et voilà, c'est pas seulement voyager léger sans avoir de biens matériels, c'est aussi voyager léger psychologiquement, c'est-à-dire c'est laisser les gens, alors pas les laisser dans la merde derrière, elle aide ses amis, elle ne les laisse pas tomber, hein, c'est pas ça du tout, mais une fois que voilà les choses sont résolues, elle a envie de continuer son chemin et elle n'a pas forcément envie de s'embarrasser avec des choses qui concernent les autres et pour lesquelles elle n'est pas concernée et pour lesquelles ils n'ont pas besoin d'elle spécialement non plus. Et vraiment, c'est ce côté voyage léger, j'ai beaucoup aimé parce que je me dis, oui, il y a des leçons de vie à prendre, on devrait apprendre effectivement
voilà, enfin moi j'ai fait des choix de vie, je voulais une famille, je voulais des enfants, mais vraiment à laisser, c'est vrai, des choses derrière nous qui quelque part ne sont pas de notre fait, contre lesquelles on ne peut rien faire de toute façon. C'est une belle leçon de vie, je trouve aussi. Alors, c'est pas moralisateur du tout, hein, mais voilà, on suit avec plaisir ce personnage. Et moi, j'ai bien aimé. Oui, en fait, ce qui est sous-entendu derrière, c'était vraiment sympa de ce point de vue-là. Le second roman jeunesse, celui-ci, vraiment, c'est très émouvant. Alors, ça ne sombre pas dans le pathos, dans rien de, voilà, de triste ou de morbide ou de voyeuriste, pas du tout. Par contre, c'est très émouvant. Alors, c'est les biscuits de Kim Sun-mi, qui est une autrice coréenne. Donc, ça a été publié chez Seuil Jeunesse. Là, je l'ai reçu dans le cadre d'une masse critique Babelio. Alors, jeunesse, mais jeunesse young adulte, hein, quand même. Je pense, ouais, peut-être 12 ans par rapport aux sujets qui sont abordés. On suit Jin Seong, qui est un lycéen donc coréen, et il souffre de plusieurs pathologies liées au son, c'est-à-dire qu'il est très très sensible au son. Alors je ne vais pas pouvoir vous redonner les noms, mais ça a des noms particuliers, mais lui, il est très très sensible, et il a la particularité de voir ce qu'il appelle les biscuits. En fait, ce qu'il appelle les biscuits, ce sont des humains qui sont dans une grande souffrance et qui petit à petit s'invisibilisent, c'est-à-dire qu'on ne les voit plus. Ils souffrent tellement et personne ne vient les aider, personne ne vient les soutenir, donc ils deviennent invisibles. Et pour lui, il y a 3 stades. Il y a ceux qu'on arrive encore à voir, il y a ceux qui commencent à plus être perçus par tout le monde, et il y a ceux que plus personne ne perçoit à part lui, puisqu'il a une sensibilité au son vraiment exacerbée, donc il les entend, et ensuite ça lui permet de savoir où ils se trouvent et de les voir. Donc autant vous dire que ça lui joue beaucoup de tours, puisque même si ses 2 meilleurs amis croit ce qu'il dit, c'est pas le cas de ses parents et des autres, donc il a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Et là, en fait, le début commence où, effectivement, il va encore faire un séjour en hôpital psychiatrique, et son médecin lui a demandé d'écrire comment il en était arrivé là, ce qui s'était passé. Il va nous raconter toute l'histoire, et on sait d'emblée qu'on va parler d'un enfant qui est maltraité. Mais en même temps, il va nous raconter son histoire. Il est mis dans un lycée pour apprendre l'anglais. Ses parents cache au reste, voilà, aux voisins, à la famille, cache le fait qu'il a fait des séjours en HP, sauf que personne n'est dupe. Et puis lui le vit assez bien. Alors c'est vrai qu'il est entouré de très bons amis. Il a son meilleur ami qui est toujours avec lui. Sa meilleure amie qui est une ancienne biscuit, voilà, qu'ils ont aidé à sortir de cet état, puisqu'elle était ignorée par son père et elle le vivait très très mal. Donc ils l'ont sorti de cet état. C'est quelqu'un de très exubérant et qui a beaucoup de caractère. On a du mal à se dire que c'est un ancien biscuit. Donc ça redonne espoir en même temps. Et puis il y a le cousin aussi de cette jeune fille qui sera là aussi. Mais lui, il est surtout intéressé pour faire des vidéos YouTube qui fonctionnent. Alors il fait ce qu'on appelle du food prank, je crois on appelle ça. Vous savez, c'est ces gens qui mangent. Voilà, et on les regarde manger sur YouTube. Oui, j'avoue que ça me dépasse, mais voilà. Donc lui, il essaie, ce qu'il voudrait, c'est être connu. Il aimerait bien que Jin Seong participe à ses vidéos tout en trouvant des biscuits, parce que ça lui permettrait de faire exploser sa chaîne, hein. Bien sûr, il veut faire le buzz, mais bon, c'est un personnage plutôt rigolo et personne ne rentre vraiment dans ses combines, donc c'est pas mal fait. Et puis, on va voir, donc Jin Seong, déjà, il repère un gars qui est en train de devenir un biscuit dans le collège, dans le lycée dans lequel il se trouve. Et on se rend compte, ouais, effectivement, donc, par exemple, sa meilleure amie, c'est son père qui ne s'occupait pas d'elle, elle aurait voulu reprendre les affaires de son père. Quand même, elle, c'est une fille, non, ça ne l'intéressait pas. Mais voilà, elle a décidé, elle commence à la base, mais elle a décidé qu'elle reprenait les affaires et qu'elle grimperait les échelons, qu'elle y arriverait. Donc ils ont réussi à la sortir de là. Cet autre lycéen, en fait, c'est quelqu'un qui a subi donc on va parler de harcèlement scolaire. Il a subi du harcèlement scolaire avant d'arriver au lycée. Et du coup, en fait, il veut que personne ne fasse attention à lui. Il s'invisibilise lui-même parce qu'il ne faut pas qu'on fasse attention à lui pour ne pas être embêté. Bon, malheureusement, ça ne marche pas complètement, mais aussi ça l'empêche d'aller vers d'autres choses. Et on va voir comment Jin Seong et ses amis vont réussir aussi à le sortir de là. On voit d'autres personnages qui traversent leur vie. Et jusqu'au jour où Jin Seong entend effectivement un enfant. Alors il est chez sa tante, qui elle travaille justement pour aider les femmes et les enfants maltraités. Et il entend un enfant dans l'appartement du dessus. Mais évidemment, cet enfant est déjà au stade 3, donc on ne le voit plus. Voilà, il va y avoir toute cette histoire. Alors, je vous dis, ça sombre pas dans le pathos. C'est un livre qui est très émouvant parce que
Moi, j'avais tendance aussi à vouloir me rendre invisible pour que, effectivement, personne ne vienne m'embêter, pour qu'on ne vienne pas me faire de remarques, qu'on ne vienne pas me harceler. Donc, j'ai vu que j'étais pas la seule quand j'ai mis ma chronique sur Bookstagram. Plusieurs personnes me l'ont dit aussi. Voilà. En fait, c'est ça, on veut tellement, on souffre tellement, ou on veut tellement qu'on ne fasse pas attention à nous pour pas être harcelé, notamment qu'on essaie de se rendre invisible. Et puis après, bah, ça devient une habitude et on se dit, bah, de toute façon, ce qu'on raconte, ça n'intéresse personne, on n'est pas intéressant, on est nul, on perd toute confiance en soi. Et du coup, oui, voilà, c'est un piège. Et Ji Seong essaie de sortir justement les gens de ce piège-là en leur disant, mais si, n'hésite pas à te faire entendre. Tu es quelqu'un de bien, tu n'as pas à subir ça, tu dois... voilà. C'est génial à ce niveau-là, ce livre. J'aurais aimé le lire quand j'étais plus jeune, collégienne et lycéenne, ce livre. Voilà, c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de choses comme ça qui sont abordées, la grossophobie, comment le harcèlement scolaire dans les livres, et ça c'est vraiment génial que des jeunes puissent accéder et voir qu'ils ne sont pas seuls en fait, hein, que voilà, parce que c'est un petit peu l'impression qu'on a. Donc vraiment ça ne sombre pas dans le pathos, il y a cette petite enquête aussi pour essayer de sauver cet enfant, qui est-il, parce qu'il n'arrive pas à le voir. Jin Seong ne fait que l'entendre, il n'arrive pas à le voir. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cet appartement? Puis on suit en même temps les autres personnages, on voit comment ils évoluent. Ça se lit très bien et c'est très émouvant. C'est très émouvant, mais pas vous faire pleurer, mais émouvant dans le sens où on se dit, bah oui, il y a de l'espoir quand même, quoi. Et oui, je le conseillerais même à des collégiens, des lycéens, je conseillerais de lire ce livre parce que ça peut faire du bien à tout le monde. Donc vraiment une belle lecture, émouvante, mais voilà, qui va pas, qui n'est pas voyeuriste, qui ne sombre pas dans le pathos et qui fait du bien à l'âme en fait et qui vous rappelle que oui, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit d'exister. Bon, à part quelques monstres qui ne méritent pas, mais là on part très très loin. Mais voilà, tout le monde mérite, voilà, mérite d'avoir de la considération. Mais ce qui rappelle surtout, c'est qu'avant toute chose, il faut se respecter soi, il faut se pardonner à soi. Voilà, il faut, voilà, c'est d'abord le travail, il est à faire en soi, hein, c'est toujours le même problème, la difficulté, mais voilà, voilà, faut déjà avoir, ouais, reprendre confiance en soi et pas se laisser invisibiliser non plus par les autres parce que personne ne mérite ce traitement-là en fait. Donc vraiment un très beau livre que je vous conseille, très émouvant et très doux. Je vais vous parler d'une romance. Je le fais rarement, c'est vrai. Mais là, voilà, j'ai lu une romance il y a quelques temps qui m'a beaucoup plu. C'est dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Château d'Âme. Donc, c'est de Caroline Pfeffer. Donc, ça va être toute une saga. Donc, c'est les chroniques des Winchester. Et là, c'est Royal Effect. Et on va suivre le prince Lewis. Et toujours ce superbe jaspage chez Château d'Âme que j'aime beaucoup. Et alors, l'autrice le dit, elle s'est fortement inspirée de la monarchie anglaise pour écrire cette série de romans. Donc je pense qu'il y aura 3 tomes puisqu'ils sont 2 frères et une sœur. Alors ce sont les petits-fils du roi, alors je ne sais plus, c'est un pays imaginé ou c'est en France? Je ne sais même plus. Je ne sais plus. Donc ce sont les petits-fils du roi, donc leur père est normalement le futur prétendant au trône, mais ensuite ce sont ses fils. Donc il a un frère aîné, Lewis, et une sœur, et lui c'est le petit dernier de la famille. Il m'a vraiment fait penser au prince Harry, parce que surtout quand il était jeune et qu'il faisait plein de conneries, quoi. Et puis tout le monde, tous les paparazzis le suivaient partout, puis dès qu'il y avait un truc à filmer, à mettre en photo. Alors c'est vrai que des fois il a eu des choses très 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 maladroites, le prince Harry, notamment quand il s'était déguisé en chemise brune. Bon, enfin, c'était pas très heureux, hein, on va pas se mentir, mais je pense que c'était un moyen aussi peut-être d'attirer l'attention. Et c'est ce que fait un peu le prince Lewis, il fait n'importe quoi. Et là, le dernier scandale en date, on l'a surpris avec un homme. Dans l'absolu, ça ne dérange pas son père ni son grand-père. Mais dans l'absolu, ça fout un coup à la monarchie, parce que les gens ne sont pas si ouverts que ça. Donc ils vont essayer de rattraper le coup. Son grand-père le convoque, il lui dit, écoute, là c'est plus possible, parce qu'il se drogue aussi, hein, il fait la fête. Voilà. Son grand-père lui dit, c'est plus possible, donc il dit, je vais te fiancer. Alors c'est à, comment son prénom, Victoria Wakefield, qui est une jeune fille de bonne famille et qui est toujours, voilà, elle fait toujours attention aux apparences et à ce qu'elle montre. Et puis surtout, en fait, ses parents ont fait fortune dans le commerce, donc ils sont de la noblesse récente, donc ils ne sont pas forcément super bien acceptés, puis ils sont devenus riches en faisant du commerce, donc c'est pas forcément accepté, donc elle essaie d'être parfaite. Elle est sous pression aussi de la part de sa famille, puisque il
il faut qu'elle soit toujours bien. Elle aurait voulu prendre des cours de théâtre, elle ne peut pas. Il faut qu'elle fasse du droit, elle est obligée. Et en même temps, elle porte aussi quelque chose de très dur en elle, puisque on se rend compte qu'elle avait une amie très proche qui est décédée. Alors au début, on ne sait pas comment ça s'est passé, le décès. On va l'apprendre au fur et à mesure de l'histoire. Et Lewis, à côté de ça, bah, un peu à l'image des princes Harry et William, il a perdu sa mère assez jeune. On va comprendre aussi à quel point, évidemment, vous perdez votre mère, c'est jamais facile. Bon, c'était en plus quelqu'un de d'aimant, alors que leur père est beaucoup plus froid. Et on va comprendre aussi le poids qu'il porte vis-à-vis pourquoi toute cette culpabilité vis-à-vis du décès de sa mère. Il n'est pas très épaulé par son frère aîné qui, lui, est déjà fiancé, montre une image parfaitement lisse au niveau des paparazzis, des journalistes et compagnie. Je ne dis pas il y a des paparazzis qu'on a envie d'assommer dans ce livre parce que voilà, ils cherchent la merde en fait. Et bon, un peu à l'image de ce qu'a vécu Lady Di avec la conclusion dramatique que ça a eu. Voilà, donc on pense à tout ça, on pense vraiment à la monarchie anglaise. Sa sœur, bah, c'est pareil, elle veut toujours donner une bonne image. Elle est plus proche de Lewis, elle comprend qu'il a envie de se rebeller. Elle arrive à montrer une image lisse, même si des fois en coulisses, elle se rebelle un petit peu. Mais surtout, elle était fiancée avec le prince de... Je crois que c'est de Norvège, donc je pense que c'est elle qu'on va suivre dans le tome 2. Je ne suis plus sûre, c'était Norvège ou Suède. Et puis lui a mis fin à leur relation du jour au lendemain et on voit qu'elle n'en est toujours pas remise, qu'elle a vraiment toujours le cœur brisé. Mais là on va surtout suivre donc du coup Victoria et Lewis. Donc ça se passe pas très bien au début parce que Lewis il n'a pas envie de l'avoir dans les pattes. Et là, elle se dit mais c'est qui ce prince qui a le droit de tout, qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche et puis qui fait rien, c'est pénible. Mais il y a quelque chose qui va les réunir. Ah non, elle veut pas suivre des cours de théâtre, elle veut être... c'est violoncelliste ou violoniste, je ne sais plus. Non, elle veut faire de la musique. Et elle aimerait ouvrir une académie de musique, mais pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des cours pour les aider. Voilà, ce serait donc avec l'argent qu'elle toucherait en se faisant passer pour la fiancée de Lewis, elle espère pouvoir ouvrir cette académie et en hommage de son ami qui est décédé. Donc et lui, c'est pareil, c'est un amoureux de la musique, alors aussi bien contemporaine que de la musique classique. Et c'est ça qui va petit à petit les rapprocher, parce qu'au début c'est un peu compliqué. Et puis Victoria va se rendre compte aussi de tout le poids que Lewis a sur ses épaules et pourquoi ça se passe pas bien. Bon, il y a des rebondissements. Après, on est dans une romance, vous avez forcément un happy end, hein, c'est une happy end peut-être plutôt même. Voilà, donc ça se finit bien, ça se lit tout seul, c'est très sympa. Voilà. Et c'est encore une fois avec les éditions Château d'Âme, ça a été le petit moment bonbon et douceur voilà, de ces lectures que j'ai pu faire récemment. Donc j'avoue que je ne goûte pas mon plaisir non plus. On va partir un petit peu dans une partie un petit peu plus, on va dire, écologique, si je peux dire écologique, enfin proche de la nature, avec tout d'abord le tome 3 de All Forest de Pierre-Yves Touzeau, aux éditions La Trace. Donc là, j'avais eu l'auteur m'avait directement contacté pour me proposer ces romans. Donc le troisième est sorti là récemment, vous avez les couvertures des trois autres. Je crois que ça a commencé en septembre de l'année dernière, le premier. Donc la trilogie est sortie assez rapidement. Vous avez toujours l'image d'un loup comme ça. Alors là c'est le tome 3. Le dernier tome, c'est une trilogie, il n'y en aura pas plus, ce qui est bien aussi, hein, parce que c'est vrai que les sagas à rallonge, c'est un peu compliqué. On est dans du fantastique avec un côté nature writing et écologique très important. Alors, je ne vais pas trop vous dire ce qui se passe dans le tome 3, parce que ça va spoiler le reste, mais dans le tome 1, on suit Anton, qui est au Canada. Alors, c'est un mec qui a été militaire et qui organise des stages de survie, des randonnées assez poussé pour les gens que ça intéresse. Et là, il retourne dans un petit village qui se trouve donc près d'Old Forest. Or, 10 ans plus tôt, il a perdu la femme qu'il aimait lors d'un accident. Voilà, ça fait 10 ans et ça fait 10 ans qu'il ne s'en remet pas. Et là, quand il arrive à Old Forest, il a à nouveau un accident. Bon, ça va, il n'a rien de grave, mais il ne peut plus conduire. Et donc, il se rend au village voisin. Et on se rend compte tout de suite, on a des messages entre des personnes qui habitent le village. On ne sait pas qui c'est et qui disent attention, il faut faire attention à Anton, il ne faut pas qu'il mette son nez où il ne faut pas. Donc, on se doute qu'il y a des choses bizarres. Alors, c'est marqué sur la 4e de couverture, donc là, je ne vous spoile rien. C'est-à-dire qu'à un moment, il va au resto. Il attend de récupérer sa voiture, quoi. Et il voit une jeune femme qui ressemble
trait pour trait à la femme qu'il a perdue il a 10 ans. Il a 10 ans. Et bien sûr, il va enquêter. Il va enquêter avec une autre jeune femme qui est là depuis plusieurs années, qui est photographe, parce que l'été, le village et une partie d'Old Forest est ouverte au public, parce qu'on peut faire plein d'activités, des activités nautiques, de l'escalade, de la rando. Voilà, c'est ouvert au public, mais qu'une partie, on va découvrir une partie qui est cachée, et bon, il y a tout cet aspect fantastique. Donc il y a un côté vraiment très nature writing, surtout dans les 2 premiers tomes. Dans le 3e tome, on va un petit peu plus voyager, donc on va voir d'autres espaces, même si ça reste quand même du nature writing, mais toujours avec ce suspense, savoir qu'est-ce que cache Old Forest, qu'est-ce qu'il y a en son cœur. On va parler aussi des Premières Nations, hein, des Amérindiens. On va parler des gens qui sont restés plus proches de la nature. On va parler de la mortalité, de l'immortalité, du deuil. Voilà, il y a un côté suspense, nature writing qui se lit très très bien. C'est pareil, encore une fois, ce n'est pas triste. Vous pouvez y aller. Il y a des passages émouvants, mais voilà, c'est pas une lecture triste, même si le 3e tome aborde des sujets qui sont un petit peu plus contemporains et qui effectivement posent question. Mais vraiment, ça se lit tout seul. Donc, dans le 1er tome, on va sur Anton et cette femme photographe qui n'est pas là par hasard non plus. Dans le 2e tome, on va suivre d'autres personnages qu'on a vus dans le 1er tome. Mais le 3e, je vous laisse la surprise. Là, bon, après, si vous lisez la 4e de couverture, vous allez savoir. Mais voilà, je ne veux pas trop vous en dire parce que c'est un 3e tome. Donc j'ai beaucoup aimé cette alliance de suspense et de fantastique. J'aime beaucoup, moi, quand les deux sont mélangés et quand on cherche à savoir mais qu'est-ce qui se passe exactement, c'est quoi le gros secret derrière tout ça. Ça se lit très bien. En plus, ça peut faire du bien parce que le 1er tome se passe en hiver. Hein. Donc si vous voulez voilà, avoir l'impression d'avoir un peu de fraîcheur, ça peut faire du bien aussi. Vraiment une trilogie qui se lit bien, qui est assez thriller, mais dans lequel il y a du fantastique, sans que le fantastique ne prenne trop le pas non plus sur le côté suspense. Voilà, sans il n'y a pas de choses très violentes non plus. Hein. Donc voilà, pour ceux qui craigneraient peut-être des polars un peu plus sanguinolents, qui n'ont pas envie d'aller vers des polars sanguinolents, bon, sachez que non, il n'y a pas... Il peut y avoir des passages un peu plus durs, mais vous n'avez pas des tripes et des boyaux partout, vous n'avez pas de meurtre avec du sang partout. Voilà, ça reste assez soft à ce niveau-là, et ce qui fait que ça en fait une lecture quand même qui peut être assez détente. Et le second roman que j'ai lu, qui va nous parler aussi de la Terre, c'est tout simplement La Terre si belle de Belinda Bonasi aux éditions Corps de Lune. C'est pareil, l'autrice j'avais déjà chroniqué un précédent roman qui était plus contemporain, même s'il y avait une touche de fantastique. Là, ça se passe à notre époque, mais on va être vraiment on va parler de mythologie, notamment de la représentation de la Terre-Mère dans différentes mythologies, différents pays. Donc vous avez un jeu de mots avec la Terre. Donc Cybèle, moi je m'en souvenais plus, je me souvenais que c'était une déesse, mais je ne savais plus, c'est la déesse de la Terre dans la mythologie phrygienne en fait. Hein. Donc une mythologie qui n'existait plus actuellement. Voilà, la couverture est sympa, d'ailleurs il y a plein d'objets, enfin c'est des références vraiment à plein de mythologies, et on va suivre plusieurs personnages. Alors on est dans une époque, alors à peu près à notre époque, sauf qu'il y a de plus en plus de problèmes au niveau du climat. Vous vous retrouvez avec de la pluie ou de la neige en plein Sahara, vous avez des séismes, voilà. Il y a des choses qui se passent de plus en plus graves, et on suit un jeune homme au début, et il est censé être le gardien alors je ne vais pas vous dire de bêtises, ça concerne Cybèle. Alors comment il s'appelle ça exactement? C'est pas noté. C'est un artefact qui contient les pouvoirs de Cybèle, en fait, hein, de cette déesse mère. Et en fait, on apprend quelque temps après qu'il est décédé, et on se rend compte que quelqu'un s'est emparé de cet artefact qui possède le pouvoir donc, de la déesse mère, hein, donc une des représentations de la déesse mère, et qu'il faut récupérer au plus vite pour rétablir les choses. Et donc il y a plusieurs personnages qui vont partir à cette recherche. Il y a notamment il est pas archéologue, il est c'est mythologie, mais alors je vais vous dire le terme exact. Puis avec les volets à moitié fermés, j'ai beaucoup de mal à lire. Professeur de mythologie. Je suis en train de chercher, mais non, mythologue, c'est pas ça. Professeur de mythologie, tout simplement, qui lui faisait partie aussi de cette société secrète qui protégeait cet artefact.
Il entraîne avec lui sa nièce qui est dessinatrice, qui notamment dessinait des représentations mythologiques c'est son oncle ou c'est son grand-père? Oh, je suis terrible moi avec les noms. Euh, Ah, c'est pas noté, zut. Je sais plus si c'est son oncle ou son grand-père. J'ai un doute. J'ai un doute et à mon avis, je vais pas le retrouver. Ah, c'est casse-pied quand vous vous retrouvez. C'est son grand-père, voilà. C'est son grand-père. Donc c'est son grand-père, c'est bien ça. Parce que je me souviens que c'était un homme d'un certain âge, mais ça aurait pu être son oncle quand même. Donc il entraîne avec lui non pas sa nièce, sa petite fille. Je vais y arriver. Il va entraîner avec lui sa petite fille, voilà, qui va l'aider aussi. Il va s'adjoindre aussi les services d'un géologue euh, au niveau des pierres qui a subi un traumatisme et qui depuis a du mal à sortir de chez lui. On va savoir ce qui s'est passé par la suite. Il va y avoir aussi un sismologue avec lui, enfin avec eux. Il va aussi se retrouver avec un mec plutôt excentrique qui apparemment ressemble à Iggy Pop, parce qu'à un moment il y a des gens qui le prennent pour Iggy Pop. Alors c'est assez rigolo comme situation. C'est un mec qui a fait fortune, mais plutôt dans le show business, mais qui veut quand même protéger la terre, et notamment avec l'aide aussi de sa sœur qui est aussi une adepte voilà, de la protection de la terre. Il y aura aussi d'autres personnages qui vont arriver dans toute cette histoire. Et puis, ils vont devoir voyager parce qu'il ne va pas suffire de récupérer cet artefact, il va aussi falloir récupérer des objets sacrés, tout ce qui fait qu'ils vont voyager vraiment à travers le monde. Donc ils vont aller aussi bien en Écosse que auprès du peuple Navarro. C'est en Bolivie, je crois aussi qu'ils vont. Enfin, en Amérique, là, ça doit être en Bolivie. Ils vont aller en Afrique. Ils vont aller en Chine. D'ailleurs, ils parlent d'un peuple que je ne connaissais absolument pas, voilà, qui est une ethnie en quelque sorte chinoise. Et à chaque fois, vous avez des représentations différentes de la déesse mère. Alors, l'autrice part aussi je vais pas retrouver le nom encore une fois. C'est pas du mythe de la terre Gaïa, le concept de terre-mère Gaïa. Donc, Gaïa, c'est la déesse terre de la mythologie gréco-romaine. Hein. C'est d'elle qu'est né, voilà, que sont nés les premiers dieux, enfin les titans, les géants. C'est la protectrice de la terre-mère. Et voilà, et on retrouve toutes ces figures dans différentes cultures, ce qui est vraiment intéressant. Et il y a ce concept aussi qui est abordé. Alors c'est un concept qui existe vraiment, que des scientifiques ont en quelque sorte popularisé, mis en avant, qui dit que en fait, la Terre-mère, par elle-même, elle va finir par faire en sorte de survivre. Alors, avec l'humain, sans l'humain, je ne sais pas trop, mais qu'elle va utiliser les ressources qu'il faut pour pouvoir continuer à survivre. Et là, effectivement, on se dit c'est un peu ce qui se passe au début, puisqu'elle est en train de déclencher plein de catastrophes naturelles et qui sont en train voilà, qui pourraient mettre fin aussi à la civilisation humaine, ou en tout cas fortement faire diminuer les êtres humains. Et puis donc on a tous ces personnages qui vont essayer de retrouver, voilà, ils vont aller deux par deux dans différents pays, régions. Ils vont rencontrer des gens qui sont, voilà, toujours proches de la terre-mère, qui possèdent des artefacts magiques sans le savoir, sur lesquels ils veillent depuis de génération en génération. Donc c'était intéressant de découvrir aussi ces autres mythologies. Ça ne rentre pas hyper dans le détail, hein, donc ça reste complètement compréhensible. Même si j'aurais aimé peut-être que ça rentre un petit peu plus dans le détail, mais après, il aurait fallu un livre, à mon avis, qui passe on va dire 10 fois la taille de celui-ci. Voilà, mais c'est intéressant, puis ça permet, moi je suis allée du coup entre deux, je vais voir sur internet des fois voilà, des déesses que je ne connais pas, qui appartiennent à d'autres mythologies, anciennes ou plus récentes. Donc c'est vraiment intéressant, ça vous pousse aussi à aller voir ailleurs un petit peu, puis évidemment ça rappelle la fragilité de la planète et le respect aussi de la planète. Donc c'était vraiment, c'était bien, c'est une belle aventure là. On est encore une fois plutôt dans du happy end, hein, je vous rassure. Mais voilà, c'est une belle lecture. C'est un hommage à la nature aussi, puis effectivement au concept de déesse mère de la terre en fait. Et j'ai beaucoup aimé voyager et découvrir plein d'autres mythologies. Il y en a que je connaissais, d'autres que je connaissais de nom, d'autres que je ne connaissais absolument pas. Donc c'est vraiment intéressant à découvrir. Alors par contre, moi, le seul truc, c'est le livre. En fait, j'ai un problème dans ma boîte aux lettres. Vous voyez peut-être un petit peu les pages qui dépassent.
J'ai ma boîte aux lettres qui est un peu gondolée et en fait le livre était tout en dessous avec plein d'autres livres au-dessus et il y a toujours un petit creux, il y a de l'eau qui se glisse dedans. Évidemment il n'avait plus donc le livre il a pris un petit peu la flotte. Sinon il n'y a aucun problème, il est très solide parce que l'endroit où il n'a pas pris l'eau ça va impeccable, hein, vous pouvez le retourner dans tous les sens mais évidemment moi comme il a pris un petit peu l'eau il s'est un petit peu abîmé. Mais bon, Corde de Lune, j'aime bien ce qu'ils proposent. Je suis souvent leur compte. Ils proposent des choses différentes. J'avais un partenariat aussi avec Ingrid Roven qui écrit chez eux aussi, mais qui c'est encore différent. Elle, notamment, elle avait abordé le mythe de Méduse. Là, elle a écrit des recueils de nouvelles chez eux aussi. Un qui est plus gothique, là, un qui reste aussi dans le gothique, mais un peu horrifique, mais je ne l'ai pas lu celui-là. Mais voilà, il propose des choses assez différentes. Il propose de la SF, il propose des romans. Il y aura toujours du fantastique, mais un mélange de fantastique contemporain, du gothique, de la fantaisie. Voilà, ils ont un catalogue, je trouve, bon, ça reste dans la SFFF, mais un catalogue quand même assez large où je pense que tout le monde peut trouver aussi voilà, des livres qui nous intéressent, quoi. Donc, voilà, j'aime beaucoup suivre leur catalogue. Et du coup, ça a été une chouette lecture en tout cas. Et puis là, les deux derniers, en fait, ils font partie d'une trilogie. Donc j'ai reçu le tome 3, je ne l'ai pas encore lu. Bon, je pense que je ne vais pas tarder parce qu'il est sorti le 13 juin. C'est Faester, tome 1 et tome 2 de Joe Collins, donc en auto-édité. Alors là, je vous mets bien le tome 1 en face, oui. Vous savez, le tome 1. L'autrice a quand même passé pas mal de temps et a fait appel aussi à une illustratrice pour la couverture. On avait même eu un beau petit print qui représentait les personnages. Donc le tome 1, c'est les assassins du royaume pourpre. Et là, vous avez le tome 2 ici, et c'est les chevaliers des royaumes de sang. Le tome 3, je ne l'ai pas sous la main, c'est vrai que j'aurais pu vous le remontrer, même si j'ai dû vous le montrer en book-call, parce que... Ah non, je l'ai eu en juin, donc je ne vous l'ai pas montré. Et autant vous dire qu'avec la pile de livres que j'ai là, ça va être compliqué de vous montrer le tome 3. Je vous montrerai lors d'un prochain point lecture. Joe Collins, moi je vous en parle souvent, c'est une plume que j'aime beaucoup. Là ici on est vraiment dans de la fantaisie, un petit peu plus sombre que ce qu'elle écrit, mais pour de la fantaisie ça reste, voilà, vous avez quand même un world building, vous avez quand même plusieurs personnages, vous avez plusieurs lieux, mais ça reste abordable. Voilà. Disons qu'en fantaisie, par rapport à du Anthony Ryan, du John Gwynne, où là, il y a pléthore de personnages, de noms de lieux, c'est pas, c'est pas de l'épique fantasy, hein, c'est de la fantaisie en même temps qui mélange moderne et un peu un petit côté fantasy médiévale ou à l'ancienne, puisqu'on est dans un monde où existent les voitures, où existe l'électricité. Là, je dirais, ouais, jusque milieu des années, enfin, 1950, milieu du XXe siècle, puisqu'on n'a pas, même un peu plus tard, puisqu'on n'a pas de portable, il n'y a pas d'internet, tout ça, ça n'existe pas. Donc il y a vraiment ce petit mélange qui est très sympa en fait. Et on va suivre Alors, il faut savoir que les personnages vivent dans un royaume, une île, qui est entourée de brumes et de tempêtes. Donc, certaines personnes ont essayé de traverser ces brumes et ces tempêtes. Ils n'en sont jamais revenus. On ne sait pas trop ce qu'il y a de l'autre côté. En même temps, ça protège cette île. Il y a une carte. Alors, je ne sais plus si c'est dans le tome 1. Je crois qu'elle est dans les deux tomes. Voilà. Elle ressemble à ça. Et en fait, il y a des années de cela, il y a des failles qui sont arrivées sur cette île, des failles qui n'étaient pas venus en paix, mais qui voulaient réduire les humains en esclavage. Parmi eux, il y avait des failles qui, par contre, voulaient aider les humains, et c'est eux qui ont gagné la guerre et qui ont protégé l'île, et au fur et à mesure c'est même en siècles, hein, c'est pas en années, ils ont fini par épouser ou vivre avec des humains et des humaines, ce qui a donné des enfants. Alors vous avez notamment l'héroïne Georgia, par exemple, elle a des oreilles pointues. Voilà, vous avez, voilà, le personnage masculin, il a des dons aussi assez particuliers, notamment en ce qui concerne la musique, la manipulation de la musique, qui peut donner des choses, voilà, quand même assez puissantes quand vous savez manipuler les sons et du coup manipuler les humains avec. Et voilà, on va suivre ces deux personnages qui vont se rencontrer dans le tome 1. Georgia, elle s'occupe notamment des âmes des gens qui meurent. On est dans un système, encore une fois, de caste, où vous avez les nobles vous avez un roi, vous avez un prince, et vous avez des nobles qui ont
plus de pouvoir, mais surtout qu'il décide de tout, et notamment il y a un don de sang, enfin, à donner à des arbres. C'est un système un peu particulier et vous êtes obligé, et Georgia essaie de protéger sa sœur, ils n'ont plus leurs parents. Voilà. Et elle a la capacité de voir les âmes des morts, ce qui fait que ça en fait un peu une paria parce que ça fait peur aux autres personnes. Et elle essaie de survivre dans ce monde et de protéger sa sœur, de faire en sorte que sa sœur puisse suivre des études, notamment à l'opéra. Opéra dans lequel le personnage masculin principal, Alimar, se trouve prisonnier depuis des années. Il a été fait prisonnier, bon, on va savoir par qui, au début on ne le sait pas, et il est obligé d'obéir à cet homme. Cet homme notamment l'oblige à tuer des personnes, à devenir son assassin personnel. Donc autant vous dire que ça ne lui plaît pas du tout. On va comprendre tout le cheminement, ce qui l'a amené là, parce qu'Alimar, il est issu de la haute société, de la noblesse. Alors comment il en est arrivé là? Bon, voilà, on va le découvrir au fur et à mesure du récit. On va les voir se rencontrer. Alors, vous avez une romance, mais une romance, c'est slow burn avec Joe Collin. Hein. Les romances, c'est slow burn. Je ne sais même plus s'il y a des scènes de smut. Donc, c'est vous dire si je ne suis pas sûre qu'il y en ait, du coup, même dans le tome 2. Ou alors, c'est fait de façon très discrète. Mais ouais, ça reste slow burn. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de scènes... parce qu'en même temps, nos héros sont très occupés, ils ont quand même beaucoup de choses à faire. Hein. Donc, c'est pas, on n'a pas forcément le temps pour la bagatelle, on va dire. Ou en tout cas, ça reste très soft. Mais c'est ce que j'aime aussi. Moi, j'aime pas trop le smut, tout ça. J'en ai lu. Hein. C'est plus trop ce qui m'intéresse. Je préfère la partie fantasy. Je préfère la partie, je découvre petit à petit le monde qu'a créé l'autrice. Je préfère voir le world building. J'aime bien qu'on me dévoile les complots, qu'on me dévoile les plot twists, parce qu'il y en a dans ces deux romans. Je ne sais pas ce qui va arriver à nos héros dans le troisième tome, parce qu'ils vont aller encore plus loin. Voilà. Moi, c'est ce qui m'intéresse davantage, voir les complots, voir qui est derrière tout ça, en fait. Et on apprend plein de choses. Le prince, par exemple, c'est pas si cool que ça d'être prince et roi de cet univers. Il y a des plot twists qui vont arriver aussi et qui ont trait à ce qui s'est passé il y a des siècles avec l'arrivée de ces failles, tout ça, donc tout est relié. Et c'est un petit peu plus sombre que ce qu'elle a pu écrire. Moi j'avais lu sa trilogie de romance. Bon, là c'était de la romance contemporaine, mais j'avais lu les Seigneurs, je vais encore vous dire une bêtise au niveau des noms, les Seigneurs de Tomae, c'est ça? Je sais pas. Déjà que j'ai du mal en ce moment, mais avec la chaleur je vous dis pas. C'est Ah oui, non, elle a changé le nom, c'est plus les Seigneurs, c'est devenu De si cruelle magie. Alors je m'embête à chercher l'ancien nom, alors c'est De si cruelle magie. C'est vrai que ça se passe dans un univers de fantasy moderne en même temps. C'était moins sombre que celui-là. Le domaine des signes noirs, j'ai lu les 2 premiers tomes. Alors après, le premier tome, en fait, il se situe... chronologiquement, il se situe après le second tome. Vous pouvez les lire. Alors, il y en a quelques-uns qu'il faut lire dans l'ordre... mais les 2 premiers, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez. Hein. C'est Hôtel Mirage Hôtel Miracle, pardon, et Le Bois des Anges. Bon, Hôtel Miracle, ça se passe juste avant la Première Guerre mondiale. Comment Le Bois des Anges, ça se passe fin 19e. Mais vous pouvez les lire séparément. Ça se passe au même endroit dans ce domaine des signes assez mystérieux. Mais vous pouvez les lire dans le désordre, au moins pour les 2 premiers. Après les autres, je crois qu'il y a un ordre à suivre, mais pour l'instant, je me suis arrêtée aux 2 premiers parce que je voulais pas demander trop de service presse que je n'aurais pas pu honorer. Voilà, puis là, j'étais partie sur Faester, donc c'était déjà, voilà, il y avait déjà du boulot. C'est vraiment une forme. Moi, j'aime beaucoup la plume, à chaque fois, je vous dis, hein, de Joe Collin, qui je trouve est vraiment est pleine de bienveillance. Même là, on a quand même des personnages plus moraligrés, plus ambigus. Après, des gens comme Alimar, ils ont été obligés de... Voilà, on les a poussés à faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire, mais bon, n'empêche qu'ils ont du sang sur les mains. Georgia, c'est pareil, elle fait ce qu'elle peut pour s'en sortir. Bon, ils ont des amis. Puis, je vous dis, il y a pas mal de plot twists voilà, qui vont se révéler petit à petit. Je crois qu'on a quand même pas mal de surprises, effectivement, qui sont liées aux faillis qui sont venus avant, mais aussi à d'autres événements, à des personnages. Voilà. Je ne peux pas en dire trop, mais voilà, les personnages sont vraiment bien travaillés. Il y a beaucoup d'ambiguïté au niveau des personnages. Et puis, on va avoir toutes nos réponses dans le tome 3, puisque nos personnages vont devoir voilà, emprunter encore des voies inattendues et voyager plus loin. Mais non, il ne doit pas y avoir de scène de... Parce que à la fin du tome... Enfin, au début du tome 2, nos 2 personnages ne sont plus ensemble. Donc non, je pense pas qu'il y ait de... Alors peut-être plus tard, mais je vous avoue que c'est pas un truc qui m'a marqué. Et n'étant pas trop à la recherche de ça dans mes lectures,
J'aime bien voir le rapprochement entre les personnages. J'ai une mouche qui m'embête, c'est génial. J'aime bien voir le rapprochement entre les personnages, mais j'ai pas forcément voilà, envie que tout soit détaillé. Bon, s'il y a une ou deux scènes, c'est pas gênant, hein, bon, voilà, ça fait partie de la vie, mais je sais pas ce que je recherche le plus. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez vous plonger dans de la fantaisie, et vous voulez pas qu'il y ait 36 000 points de vue, bon là, on suit deux personnages principaux, pas trop de personnages, il y en a quand même, hein, mais voilà, vous voulez quelque chose qui soit plus abordable. Moi, je sais que là, j'ai commencé un Anthony Ryan, je galère parce que j'ai un mal de chien à me concentrer, donc je galère. Là, je pense qu'avec Feister, je vais beaucoup moins galérer, surtout qu'il y a il y a un résumé, il y a une carte, donc tout est fait pour que vous y retrouviez quand même assez facilement. Donc, je crois qu'il y a un résumé, il me semblait qu'il y avait un résumé dans le tome 2. Je dis ça, je m'avance peut-être. Il y a bien un résumé dans le tome 2, donc ça permet vraiment de s'y retrouver. En plus, ils sont sortis assez rapidement. Voilà, le tome 3 est déjà sorti, donc si vous voulez ne pas laisser trop d'écart entre les trilogies, enfin entre les 3 tomes, bah, c'est le moment jamais. Ça rend super bien comme ça. Enfin, moi j'adore, et j'adore l'écriture de Jo Collins. Donc voilà. Et là, j'ai aimé qu'elle parte aussi vers quelque chose d'un petit peu plus sombre. Ça m'a beaucoup plu. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ces recommandations de lecture d'été. Ouais, on est encore à 45 minutes passées. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces livres que vous avez lus, s'il y en a qui vous intéressent, si vous voulez un petit peu plus d'infos sur ces livres. Et puis, moi, je vais vous laisser là pour ces recos d'été. Je vous ferai d'autres vidéos sur des lectures aussi plus... voilà, c'est des lectures récentes aussi, hein, mais des lectures que j'ai pu faire, voilà, qui sont sorties il n'y a pas longtemps pour vous donner mon avis. Voilà, que dire à part prenez soin de vous, parce qu'avec les chaleurs qu'il fait, c'est compliqué en ce moment pour tout le monde, hein. Je crois qu'on en bave tous, donc surtout faites bien attention à vous, hein. Je crois qu'on va tous tourner, cette mouche m'énerve. Je crois qu'on est tous un petit peu au ralenti, mais bon, après il y a un moment, on n'est pas des machines non plus, et on n'est pas là pour se surchauffer non plus. Donc surtout, bah, hein, comme on dit, hydratez-vous, voilà. Prenez soin de vous, et puis voilà, j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à supporter voilà, cette chaleur. On est content que ce soit l'été, mais on aimerait bien des températures un petit peu plus normales, mais bon, malheureusement, on est obligé un peu de subir. Voilà, donc en tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous remercie encore à tous pour... voilà, les commentaires que vous laissez, les likes, pour vos abonnements, voilà, parce que c'est vrai que la chaîne, elle stagne vachement là depuis 2 ans, donc ça peut être un petit peu des fois, pas démoralisant, mais bon, c'est vrai que, bon, on aime bien quand même se dire que, bah voilà, la chaîne progresse un petit peu. Moi, c'est vrai que j'aimerais vous proposer des choses, malheureusement, je manque de temps pour proposer tout ce que j'aimerais proposer. Bon, ça c'est... Voilà, je suis obligée de faire des choix, mais je pense que j'en reprendrai peut-être aussi lors d'un reading vlog. Et puis en tout cas, merci à tous pour votre soutien, à ceux qui sont toujours là, qui sont comme moi, restent souvent dans l'ombre, parce que moi c'est pareil, je regarde des vidéos, je ne laisse pas de je like, je ne mets pas forcément de commentaires. Mais en tout cas, merci d'être là. N'hésitez pas à mettre un petit faillé, si vous voulez mettre un petit commentaire, vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à mettre un petit faillé. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!